tout d'abord, c'est un énorme plaisir pour moi d'être aujourd'hui devant vous dans cette très belle ville, et je me joins à tous les messages pour le docteur Layashi. Effectivement, lorsqu'il m'a proposé de faire une conférence aujourd'hui, on a discuté un petit peu du sujet, et c'est vrai que le métabolisme du fer, en première intention, c'est pas la chose qui fait le plus rêver. On se dit, bon, alors j'ai fait ça, je l'ai refait, je connais tout, et il n'y a rien à apprendre. Alors dans les faits, je suis d'accord avec vous sur le fait que il n'y a pas de révolution majeure dans ce domaine. Néanmoins, on voit, et je vais vous le présenter ici, qu'on a beaucoup de choses pour mettre en pratique ce qu'on sait déjà. Alors juste en guise d'introduction, je travaille assez régulièrement avec la société Vifor sur différents groupes de travail et groupes d'intérêt scientifique, que ce soit sur la carence en fer, l'insuffisance cardiaque ou le patient blood management. Donc j'ai des liens d'intérêt. Je vais revenir maintenant sur le cœur de notre sujet. Le fer, c'est une molécule qu'on va retrouver en quantité semi-abondante, je reviendrai là-dessus, dans l'organisme, qui joue un rôle très important dans son rôle constitutif de deux grandes catégories de molécules. D'abord, le fer, c'est l'élément central des hémoprotéines. Et parmi les hémoprotéines, on a bien évidemment l'hémoglobine, qui constitue le débouché d'à peu près 85% du fer dans l'organisme, mais également l'hémoglobine, les cytochromes, qui jouent notamment sur toute la réponse aux médicaments. Et puis à côté, on a l'implication du fer, cette fois-ci hors M, dans les centres fer-soufre, les mécanismes de nombreuses voies métaboliques dans les réactions d'oxydoréduction. Et puis, c'est également un cofacteur d'un certain nombre d'enzymes. En pathologie, le fer joue un rôle extrêmement important. Alors, le premier poste dans cette importance, c'est clairement la carence martiale. On est souvent obligé de se pincer quand on voit les chiffres, mais on considère qu'il y a à peu près 2 milliards d'individus dans le monde qui sont en carence martiale. C'est-à-dire que c'est, et de très loin, la plus fréquente des carences nutritionnelles. Et également, c'est la plus importante des causes d'anémie. C'est la plus importante des causes d'anémie. Là, c'était une analyse qui avait été faite sur l'évolution, finalement, des causes d'anémie au cours du temps, avec une évaluation en 90, une évaluation en 2013, et en vert. Alors c'est vrai que c'est une couleur qui n'est pas souvent associée au fer, mais en vert, les carences martiales, chez les femmes, on voit qu'il y a une petite amélioration au fur et à mesure du temps, mais que ça reste, et de très loin, la principale cause d'anémie dans le monde. À côté de cette carence nutritionnelle, qui est donc extrêmement fréquente, et plus pour le clin d'œil, je vous parlerai en termes de nombre en tout cas, de l'hémochromatose. Alors l'hémochromatose et les surcharges martiales sont beaucoup plus rares, néanmoins c'est une maladie génétique quand même extrêmement fréquente, avec plusieurs millions de porteurs du trait génétique dans le monde. Donc on n'est quand même pas, c'est pas le même ordre, mais c'est pas non plus totalement anecdotique. Et puis, à côté de cela, on a des anémies extrêmement rares, pour le coup, des anémies réfractaires au traitement, des iridas, des anémies sidéroblastiques, qui vont concerner quelques individus, mais qui constituent de réelles impasses diagnostiques pour ces patients. Alors, comme je savais que j'allais faire cette présentation devant vous, je me suis un petit peu penchée sur l'état des lieux finalement de la situation au Maroc pour savoir s'il y avait des chiffres plus spécifiques que je pouvais retrouver. Il faut savoir que la carence martiale, c'est un sujet d'intérêt au Maroc, puisque dès 2000, il y avait une étude qui avait été commanditée à l'époque par le ministère de la Santé qui visait à évaluer la prévalence de la carence martiale, qui est arrivée à la conclusion que 37% des femmes, 31% des enfants de moins de 5 ans et 18% des hommes avaient une carence martiale en 2000. Assez rapidement a été mise en place une procédure finalement de complémentation de la farine par certains additifs riches en fer, avec pour objectif finalement de limiter ces carences. Une étude extrêmement récente illustre un problème qui avait été soulevé déjà par le passé, à savoir que
la prise concomitante de thé avec ces apports alimentaires limite énormément l'absorption. Et là, il y a une très belle étude qui est sortie il y a 2 ans qui montre que finalement, quand on prend du thé en même temps qu'un apport, une farine supplémentée en fer, on va avoir une diminution de plus de 85% de l'absorption du fer minéral qui est présent. Donc on a une double problématique sur cette compensation. Il y a d'autres chiffres qui sont sortis en 2019, cette fois-ci dans des études scientifiques, qui montraient qu'il y avait à peu près un enfant sur 4 de moins de 12 ans qui était atteint. Donc on retrouve finalement au Maroc, avec certaines particularités, notamment liées au polyphénol du thé, la même problématique que celle qu'on retrouve partout dans le monde. Alors juste, en essayant de ne pas être trop ennuyeuse et en vous rappelant quelques souvenirs. Donc du fer, on en a à peu près 3 à 5 grammes dans un organisme. Et c'est un métabolisme d'économie. C'est un métabolisme d'économie puisque une molécule de fer dans l'organisme, c'est à peu près 10 ans de durée de vie. On a des besoins quotidiens qui sont d'à peu près 20 mg. Le problème étant la capacité de l'organisme finalement à récupérer ces 20 mg. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'élimination très très nette du fer. On perd quand même 1 à 2 mg de fer par jour dans le cadre de la desquamation d'un certain nombre de nos cellules dans les urines. Et il n'y a pas de vrai mécanisme de régulation de l'extraction. Globalement, la régulation du fer dans l'organisme, elle repose sur 2 aspects. La régulation de l'absorption intestinale, qui ne compte que pour 10%, et les mécanismes de recyclage des globules rouges sénescents, qui, eux, vont compter pour 90%. Alors, l'homéostasie du fer, je vous ai refait un petit cycle de la voie du fer avec les principaux organes qui sont impliqués. Le fer, donc il est absorbé au niveau digestif, il va rentrer via les entérocytes dans la circulation générale et dans la circulation sanguine, il va être pris en charge par une protéine, la transférine, qui en fonction de la quantité de fer disponible va pouvoir se saturer plus ou moins en molécules de fer, elle peut en porter jusqu'à 2. Cette transférine va être capable de distribuer dans différents organes plutôt, le fer qu'elle a ainsi récupéré, donc les muscles, notamment pour la biosynthèse de la myoglobine et l'activation de la chaîne respiratoire, bien évidemment la moelle osseuse et les cellules rouges, la rate également. On a un stockage de fer qui va être possible au sein des macrophages. Et ce stockage de fer au sein des macrophages, il va être lié au fait que ces cellules sont capables de phagocyter des globules rouges sénescents et de stocker du fer un petit peu comme un coffre-fort au sein des cellules. Et on a également des charges hépatiques en fer qui sont importantes. C'est l'organe de conservation et de stockage du fer. C'est aussi l'organe dans lequel on va avoir la synthèse d'un certain nombre d'éléments régulateurs, que ce soit la ferritine, la transférine et l'hepsidine. Un petit mot sur cette hepsidine, qui est la seule finalement régulation hormonale systémique connue à l'heure actuelle du métabolisme du fer. C'est une molécule qui a été découverte il y a une vingtaine d'années, ce qui dans nos domaines paraît nouveau, qui est donc sécrétée au niveau hépatique et qui va être capable de moduler l'absorption hépatique, intestinale et de moduler la rétention du fer dans les macrophages. Un petit mot là-dessus. Il y a une expression que j'ai trouvée extrêmement bonne sur l'hepsidine. L'hepsidine, c'est l'insuline du fer. C'est une phrase de Pierre Brissot qui est à Rennes et qui a le sens des formules. Et je trouve que c'est un très bon reflet de cette fonction de l'hepsidine. Pourquoi ? Parce que c'est une hormone qui est une hormone hyposidérémiante qui va limiter la quantité de fer circulant. Mais c'est une hormone qui ne va bien évidemment pas limiter le stock de fer à proprement parler. Donc en fait, l'hepsidine, elle va jouer à 2 niveaux, au niveau de l'entérocyte et au niveau des macrophages,
en cadenassant finalement le fer dans ces cellules. Donc l'hepsidine va interagir avec un transporteur qui est la ferroportine, bloquer l'export de fer vers l'extérieur, et donc en fait notre fer il reste dans les entérocytes et il peut être desquamé avec les entérocytes. L'hepsidine joue également un rôle en cadenassant finalement ce fer dans les macrophages et en permettant à ce qu'il soit stocké à l'intérieur de ces macrophages. Alors, excusez-moi, pourquoi cette espèce de volonté de cadenasser ce fer? Au début, je vous l'ai présenté, j'ai dit c'est dans l'hémoglobine, c'est dans les cytochromes, c'est quelque chose d'absolument indispensable. Il y a une toxicité intrinsèque du fer et, comme on l'a dit, il n'y a pas de régulation de l'excrétion. Donc on ne peut pas éliminer une quantité de fer libérée qui serait trop importante. Et on a une toxicité avec l'augmentation de la peroxydation lipidique et un certain nombre d'autres anomalies. Alors ça, c'est la voie de l'hepsidine. Je vous l'ai mise juste pour illustrer. Donc c'est la voie par laquelle on va avoir une induction de la transcription de l'hepsidine. Il y a la voie classique qui va être induite par BMP6, éventuellement BMP2, qui comprend un grand nombre de corécepteurs finalement. On ne va pas rentrer dans les détails de tous ces corécepteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en présence de carences martiales, d'anémie, d'hypoxie, d'érythropoïèse, de besoins accrus en érythropoïèse, on va avoir une inhibition finalement de la transcription de l'hepsidine. A contrario, si on a beaucoup de fer ou si on a une inflammation, on va avoir une induction de la synthèse des transcrits de l'hepsidine. Alors c'est important pour l'inflammation parce que là on a l'explication finalement de l'anémie inflammatoire qu'on observe chez les patients. On a une voie directe qui est capable de shunter et qui entraîne finalement des effets comparables à ce qu'on a dans une carence en fer. Alors là c'était juste un petit rappel, mais je pense qu'on va pas repartir là-dedans. Donc on est d'accord, la transférine c'est le principal outil de transport du fer dans l'organisme, de site de fixation du fer et une exploration finalement de cette saturation en fer par le coefficient de saturation de la transférine. Idem pour la ferritine. Alors la ferritine, c'est une autre protéine coffre-fort qui a un hétéropolymère énorme en fait et qui vise vraiment à enfermer quelque part les molécules de fer à l'intérieur pour éviter ces réactions d'oxydoréduction à l'extérieur. Et donc, on dit que le dosage de ferritine dans le sang est le reflet des stocks hépatiques. Alors, pour parler carence martiale, on a besoin de cette notion. Souvent, quand on parle de carence martiale, on va différencier ce qu'on appelle la carence martiale absolue et la carence martiale fonctionnelle. En théorie, le terme de carence martiale fonctionnelle est presque abusif puisque, on va revenir là-dessus, on a un stock de fer qui est tout à fait suffisant dans ce deuxième temps. Alors la carence martiale absolue, c'est finalement l'item le plus simple, diminution des réserves en fer, soit par défaut d'apport, soit par excès de perte, notamment dans le cadre de saignement, voire une combinaison des deux. Alors que la carence fonctionnelle elle est principalement inflammatoire, avec la voie que je vous ai montrée tout à l'heure, où finalement il y a un shunt du mécanisme de régulation habituel, et que finalement on a une séquestration inappropriée du fer, et donc le fer n'est pas disponible, mais il est présent. Il est dans les macrophages, il est dans les entérocytes, il peut être à différents niveaux. Et une des problématiques qu'on a, c'est que les deux peuvent éventuellement s'associer, donnant des tableaux plus ou moins complexes au fur et à mesure du temps. Alors, sur le plan clinique, la carence martiale, c'est particulièrement aspécifique. On a de la fatigue, de la pâleur, une atteinte des phanaires, avec notamment des troubles de la peau. On a des altérations, alors des choses qui sont un petit peu plus diffuses, des altérations des fonctions immunes. Plus gênant également, des altérations des fonctions cognitives. Il a été également montré que la carence martiale était un des facteurs de troubles de développement de l'enfant, troubles de développement neurologique notamment. Ce qui est de plus en plus montré dans la gestion personnalisée du capital sanguin, c'est que aussi avoir moins de fer limite la récupération après une chirurgie.
Et cette carence martiale, elle peut évoluer vers l'anémie. L'anémie, je suis désolée, je vous insulte un petit peu en redonnant la définition précise, mais c'est donc une quantité insuffisante d'hémoglobine dans les globules rouges. Or, beaucoup de nos collègues cliniciens superposent la carence martiale et l'anémie. On entend et on voit dans des recommandations de certaines sociétés savantes que pour diagnostiquer la carence martiale, il faut déjà doser l'hémoglobine. C'est le cas, par exemple, du Collège des obstétriciens. Pour ne pas les citer, je vais avoir un contrat en sortant de la salle. Néanmoins, ça veut dire qu'on va vouloir intervenir à un stade où il est déjà un peu trop tard. Pourquoi ? Parce que la phase de carence martiale, elle précède l'anémie. Et alors, pendant longtemps, on a dit, il y a un mécanisme assez simple, c'est finalement, on n'a pas assez de fer, on ne fait pas assez d'hémoglobine, donc on a une carence martiale. Mais en fait, on voit que bien avant ce stade de baisse de l'hémoglobine, on a une diminution notamment de la capacité oxydative et des performances finalement de la chaîne mitochondriale, et que donc on va avoir des effets bien avant d'avoir cet effet tardif finalement de diminution de l'hémoglobine. La fatigue, les défauts du développement, même la mortalité accrue en post-chirurgie vont intervenir au moment de la carence martiale et pas forcément uniquement lorsqu'il y a une anémie. Et donc, il faut vraiment, quand on discute avec nos collègues cliniciens, dissocier cette notion que la carence martiale, ça n'est que l'anémie. Alors bien sûr, quand on a une anémie par carence martiale, on a tous ces symptômes. Mais bien avant, on a également des symptômes. Alors, là où il y a un petit peu plus de nouveautés et une activité qui est un petit peu plus dense depuis quelque temps, c'est que la carence martiale, du fait de sa fréquence, commence à être considérée dans un certain nombre de pathologies chroniques comme une comorbidité aisément traitable sur laquelle on peut intervenir. Alors là, par exemple, c'est une étude qui est sortie en 2021 qui montrait que dans la maladie rénale chronique non dialysée, la carence martiale, je parle alors évaluée sur le TSAT, c'est le coefficient de saturation de la transférine, évaluée de manière indépendante de l'hémoglobine, était un facteur de mortalité dans la maladie rénale chronique. Facteur de mortalité tout court et facteur de mortalité dans les accidents cardiovasculaires majeurs. Donc, dans la maladie rénale chronique, traiter la carence martiale devrait avoir un impact sur la mortalité. Et on ne parle pas de patients anémiques, on est d'accord. Surtout que l'anémie dans la maladie rénale chronique, c'est encore un autre sujet avec beaucoup de difficultés. L'insuffisance cardiaque maintenant. La prévalence de l'insuffisance cardiaque augmente. Le nombre de patients insuffisants cardiaques augmente. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites depuis quelques années à ce sujet. Donc, l'impact dans l'insuffisance cardiaque, il est clairement associé à des problèmes de contractilité du muscle cardiaque. Et bien sûr, il y a aussi l'impact d'une diminution de l'oxygénation en dehors de l'anémie. Mais cette moins bonne réactivité de la chaîne respiratoire, elle est impliquée. Donc on considère qu'il y a à peu près, selon les études, entre 37 à 61% des patients qui ont une insuffisance cardiaque qui sont carencés en fer. Il y a une étude qui a été faite en France qui s'appelle CAR en fer sur un peu plus de 1600 patients hospitalisés. Il y avait à peu près 1 sur 2 qui étaient carencés en fer. Et ça, c'est une étude assez ancienne qui sort d'une étude américaine qui montre que quand on corrige la carence en fer chez les patients insuffisants cardiaques, là en haut, vous avez les performances au test d'effort, et bien on améliore les performances au test d'effort. Donc, on a une amélioration des symptômes lorsqu'on traite la carence en fer. Le cancer, on considère aussi qu'il y a, selon les études et selon la façon dont on le mesure, à peu près un patient sur 2 ça peut monter beaucoup plus en fait, mais au diagnostic, un patient sur 2 a une carence en fer. Au cours de l'évolution, à peu près 60% des patients. Alors, c'est vrai qu'il y a eu longtemps une sorte de discours qui disait « mais oui, mais les cellules tumorales, elles ont besoin de fer, donc la carence en fer, finalement, c'est peut-être un adjuvant thérapeutique ». Mais dans les faits, je crois qu'on est en train de vraiment revenir sur cette notion en disant que finalement, on a des patients fatigués qui tolèrent moins bien leur traitement, qui tolèrent moins bien un certain nombre d'effets indésirables, et donc il faut aussi supplémenter les patients qui ont une carence martiale.
et ça va améliorer leur tolérance au traitement et leur réponse au traitement. Alors, comment faire ce dépistage ? En France, en 2011, il y a eu des recommandations de la HAS qui disaient, je crois, le message qui était fort, c'était on ne dépiste pas la carence martiale avec de l'hémoglobine, c'est déjà ça. On ne dépiste pas la carence martiale avec un dosage de fer isolé. Deuxième bon point. On va dépister d'abord avec la ferritine et ensuite avec le coefficient de saturation de la transférine s'il y a un contexte inflammatoire. On va revenir un peu là-dessus parce que c'est vrai que c'est des notions qui sont en train d'évoluer. Alors, pourquoi je ne sais pas si vous voyez bien, pourquoi cette notion ? Parce qu'on sait que la ferritine peut être faussement élevée dans un certain nombre de situations. Là, en fait, on vous a présenté les différents marqueurs en fonction des situations, et on sait que dans le cadre d'un contexte inflammatoire, ou alors le mieux c'est cette partie-là, le coefficient, la ferritine, en fait, dans une anémie mixte, elle peut être augmentée ou normale ou diminuée. Donc partant de ça, ça va être un petit peu difficile d'en faire le diagnostic. Important également d'avoir une notion de l'inflammation. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la maladie rénale chronique, je vous ai parlé de l'insuffisance cardiaque et je vous ai parlé du cancer. Dans ces trois situations, on a un contexte inflammatoire chronique qui peut intervenir dans le tableau général du diagnostic. Donc, globalement, on reste sur dosage de ferritine, idéalement associé à un coefficient de saturation de la transférine, surtout chez des patients d'un certain âge avec des pathologies intercurrentes. Clairement, nous, on est plusieurs à travailler sur cette thématique. C'est vrai que l'association des deux, elle est quand même assez précieuse parce qu'elle permet vraiment de différencier sans autre marqueur les tableaux les plus complexes. L'objectif, c'est de traiter de manière adaptée. Alors, un autre facteur qui nous a pas mal intéressés, c'est qu'en fonction des sociétés savantes, alors là vous avez l'ESMO, le SC, l'ECHO, toutes les sociétés savantes cliniques ont fait des seuils pour déterminer le seuil de ferritine et le seuil de coefficient de saturation qu'il fallait utiliser. Bien évidemment, elles ne sont pas exactement identiques. Bien évidemment, on a des patients qui peuvent avoir une insuffisance rénale, une maladie rénale chronique, mais aussi une insuffisance cardiaque. Et donc, dans ce cas-là, quels sont les seuils sur lesquels on va travailler ? Donc là, c'est un travail qu'on a fait assez récemment en disant on va essayer de statuer et de dire une insuffisance martiale, une carence martiale, c'est une ferritine qui est inférieure à 100 microgrammes par litre ou un coefficient de saturation qui est inférieur à 20. C'est imprécis, il n'y a pas d'adaptation en fonction du genre, ça c'est encore un autre sujet, mais ça permet déjà d'essayer d'uniformiser les pratiques parce qu'un patient, ce n'est pas juste un patient cardiaque ou un patient diabétique ou un patient avec une insuffisance rénale chronique. Alors juste un petit point, parce qu'à chaque fois, souvent dans les questions, j'ai droit à « mais alors le récepteur soluble à la transférine », parce que quand même, ça permet de trancher tous ces problèmes-là. Donc le récepteur soluble à la transférine, c'est un récepteur soluble qui va être finalement augmenté de manière presque artefactuelle lorsqu'il y a une carence martiale et qui ne va pas augmenter en cas d'anémie inflammatoire. Mais en fait, je ne sais pas vous dans vos structures, mais nous, finalement, c'est un marqueur qu'on fait très très peu, qu'on va réserver à quelques cas un petit peu compliqués de patients transfusés en réanimation avec beaucoup de facteurs. Pourquoi ? Il a un coût qui n'est pas négligeable par rapport à de la ferritine ou un coefficient de saturation. J'ai envie de dire un coefficient de saturation de la transférine, c'est déjà une aide extrêmement précieuse. Et puis, il n'est pas disponible partout. Mais très honnêtement, je ne veux pas le sacrifier sur l'autel, mais ce n'est pas le marqueur le plus pertinent du monde. Alors, juste un petit point, je crois que je peux parler jusqu'à demain sur ce sujet, donc je vais essayer d'aller un petit peu vite. Quelque chose aussi, une notion qui est importante, c'est que finalement, la carence martiale est extrêmement fréquente. Elle peut se traiter, et pourtant, elle est extrêmement mal dépistée. Elle est extrêmement mal dépistée. Là, c'est une étude qu'on a faite avec le professeur Kakoub sur 10 ans d'analyse des registres de santé publique, sur près de 100 000 patients en France qui avaient, pour la plupart, alors pas tous, il y avait des patients avec des pathologies chroniques et puis différents sous-groupes de maladies inflammatoires. En fait, la question était simple, c'était de dire, OK,
au sein de ces patients, y a-t-il des patients qui ont été diagnostiqués avant leur traitement, après leur traitement, voire idéalement avant, après traitement, pour voir si le traitement a marché? Alors dans les faits, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur parce qu'en fait, si on regarde, je pense que c'est peut-être un petit peu petit, et je vais vous faire un résumé. À part quelques maladies chroniques, par exemple les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, où apparemment les sociétés savantes ont plus fait passer les recours, on diagnostique même pas un patient sur deux avant de le mettre sous traitement. Alors après, si on passe après traitement, c'est encore pire, c'est un patient sur 3, un patient sur 5. Alors s'il n'a pas de pathologie chronique, c'est même pas un patient sur 10 chez qui on va vérifier que l'administration, par exemple, de tardiféron ou de fer oral pendant plusieurs mois a eu un effet. En fait, on ne va pas regarder. Donc effectivement, c'est un petit peu problématique. Alors avant-après, je vous passe les chiffres parce que c'est déprimant à mourir. Notre message d'espoir, parce qu'on était très déprimés après ce papier, c'était quand même que quand on faisait un état des lieux au fur et à mesure des années, ça s'améliorait un tout petit peu. Ça s'améliorait un tout petit peu, avec ça, c'est l'augmentation des dosages de ferritine et l'augmentation des dosages de coefficients. Néanmoins, avec 2,5% de bilan biologique dans la population générale de coefficient de saturation de la transférine, on a encore du boulot pour diagnostiquer les 2 milliards de patients atteints de carence martiale. Donc, si je devais résumer, je pense que de plus en plus de travaux émergent sur l'importance de la carence martiale en santé publique. Importance comme comorbidité traitable, assez aisément traitable, que ce soit du fer oral, on pourrait revenir sur le fer injectable, mais quelque chose qu'on peut traiter dans des pathologies qu'on ne peut pas forcément traiter si facilement que ça. Je pense à l'insuffisance cardiaque ou l'insuffisance rénale, par exemple. Qui a ce gros mélange entre l'anémie et la carence martiale, que le dépistage est globalement très, très, très insuffisant. Alors, ok, le fer, c'est rien à donner, on le donne comme ça, mais quand même, il faudrait quand même un peu monitorer ces traitements par le fer. Donc on est d'accord, une comorbidité traitable à de nombreuses maladies chroniques. Et puis, ce bilan martial, c'est l'évaluation indispensable avant la gestion personnalisée du capital sanguin, qui est une nouvelle tendance qui vise à essayer de limiter les transfusions chez les patients dans des contextes où on a de moins en moins de sang à transfuser. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'améliorer le capital sanguin de chacun et améliorer le stock martial chez les patients et dépister leur carence martiale, traiter leur carence martiale. C'est déjà un moyen de les faire mieux réagir à une chirurgie, ne pas trop saigner même s'ils saignent pendant la chirurgie, et d'éviter de transfuser trop. Voilà, je vous remercie de votre attention.